Dimanche sur carrefour.fr. Sud Radio, c'est votre avenir. On se retrouve dès 16h sur Sud Radio dans C'est votre avenir. On parlera ensemble des Cauries, une monnaie ancestrale utilisée pour la divination. Et Bruno Denis vous fera aussi ses prédictions avec son grand tarot universel. Donc on attend vos questions au 0826 300 300. À tout à l'heure. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Vous écoutez Sud Radio, il est 13h. Parlons vrai. L'actualité avec Mathieu Bellissario. Bonjour à tous. Cette information de dernière minute, 2 nouveaux Français, soit 11 au total, condamnés à la peine de mort en Irak. Ils étaient jugés pour appartenance au groupe État islamique. Leurs avocats dénoncent une justice expéditive. À l'étranger, toujours, Donald Trump est arrivé au Royaume-Uni. Visite officielle de 3 jours dans un climat très tendu sur fond de Brexit. Le président américain doit d'ailleurs rencontrer Theresa May, qu'il a ouvertement critiqué après l'échec des négociations avec Bruxelles. La première ministre britannique doit quitter son poste vendredi. Dans l'actualité également, une visite sous haute tension cet après-midi pour Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie est attendu à Belfort sur le site de General Electric où 1000 postes sont menacés. Il doit rencontrer les syndicats et les élus locaux. Une assemblée générale des salariés est prévue à 15h. Quel avenir pour les Républicains? La question se pose après la démission hier de Laurent Wauquiez, conséquence de la claque reçue aux européennes. Pour le moment, c'est le vice-président du parti, Jean Leonetti, qui est chargé d'assurer l'intérim avant un scrutin qui devra désigner le nouveau patron de la droite. Reste à savoir qui et quand. En attendant, les appels du pied se multiplient. Thierry Solère appelle les élus des Républicains à rejoindre La République en marche. Un rapport alarmant sur les violences des surveillants contre les détenus. Il est publié aujourd'hui par l'Observatoire international des prisons qui rappelle que ces violences ne sont pas répertoriées officiellement. L'an dernier, 200 signalements ont été reçus, mais très peu d'agents sont envoyés en conseil de discipline ou poursuivis par la justice d'après le rapport. À Marseille, la colère des chauffeurs de bus. Ils étaient en grève ce matin pour dénoncer le manque de sécurité. Après l'agression d'un de leurs collègues hier après-midi, le conducteur avait demandé à un passager d'éteindre sa cigarette. Il a été roué de coups, bilan, des blessures au visage et un arrêt de travail de 5 jours. Et puis, le tennis à Roland-Garros, objectif quart de finale pour 2 Français, mais ce sera dur. Benoît Paire doit terminer son match face au Japonais Kei Nishikori. Et puis un petit peu plus tard, Gaël Monfils sera lui opposé à l'Autrichien Dominic Thiem, numéro 4 mondial. Assure également Novak Djokovic. Et puis chez les dames, la tenante du titre, Simona Halep, face à la Polonaise Swiatek. Voilà pour l'actualité. Très belle journée à vous. La météo Sud Radio. Avec clickandboat.com, le leader de la location de bateaux sur Internet. Alors Rémi André, dans quelques instants, je vais recevoir un homme de poids. Ça colle avec le temps lourd sur la France. Si ce week-end nous avons profité d'un temps calme et chaud, le temps devient plus lourd tout en gardant des températures élevées. En moyenne, les températures de l'après-midi sont comprises entre 25 et 30 degrés. Il peut faire un peu moins chaud sur le littoral de la Manche ou de Roscoff à Cherbourg. On ne dépassera pas les 18 degrés, alors qu'il pourra faire plus chaud de Strasbourg à Lyon et Valence, où là on pourra atteindre les 32 degrés. Côté ciel, ça s'arrange dans le sud-ouest avec le retour de belles éclaircies, mais le temps reste instable et lourd avec des averses et encore des orages sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est. Dans le sud-est, le temps reste chaud et ensoleillé. Demain, cette ambiance lourde et orageuse va à nouveau se confirmer par un risque orageux dans l'après-midi entre les Pyrénées, l'Auvergne et le Nord-Est. Et si les températures baissent un peu, il fera encore 30 degrés à Toulouse, Lyon et Strasbourg. Merci Rémi André. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir comme tous les jours dans quelques instants. Écrire des chansons vous a permis de compenser les fausses notes de votre vie. Vous êtes un homme sur qui on peut compter et pas seulement parce que vous avez travaillé dans le monde de la finance. Vous racontez aujourd'hui dans un livre votre histoire, celle d'un homme de poids qui en a parfois fait des tonnes et pas seulement dans les médias. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors il y a ce livre qui sort que vous co-signez avec Jean-Michel Cohen, Moins 125 au Cherche Midi, un livre étonnant qui est un peu votre parcours et le miracle de votre vie. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de revenir sur votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Guy Carlier, alors ça vous dira peut-être rien, c'est le 10 août 1989, une émission de télé, La Classe, où on entend pour la première fois cette chanson. Y a pas que les grands qui rêvent, y a pas que les grands qui ont des sentiments. Il n'y a pas que les grands qui rêvent, une chanteuse Mélodie, et l'auteur de la chanson, c'est Guy Carlier.
Oui, je venais de passer d'un monde à l'autre, c'est-à-dire du monde de la direction financière, de la finance, comme vous dites. J'étais directeur financier d'une grosse société dont le patron était André Lévy, le père de BHL. Et tout à coup, puis j'écrivais des chansons dans les avions, je voyageais beaucoup et par un hasard de circonstances, j'ai donné ce texte. J'ai rencontré un producteur qui était le frère de Dalida, Orlando, oui. Qui avait cette gamine, qui avait une très belle voix, qui avait une musique et qui se heurtait à un problème presque, je dirais, de slogan publicitaire sur le refrain. Et il m'a dit, si tu trouves le gimmick du refrain, la phrase de ce refrain, tu auras la chanson sera à toi. Et j'ai trouvé, il n'y a pas que les grands qui rêvent, sauf qu'après, je ne savais pas écrire une chanson. Vous voyez, tous les problèmes de tonique, etc. Ce que Coluche décrit dans son sketch Convenons-en, vous voyez, avec le temps en l'air, etc. Enfin, j'avais tous ces problèmes-là. Je n'avais aucune technique de métrique et de versification. Donc là, j'ai ramé pour écrire le reste de la chanson, mais effectivement, la chanson a été numéro 2 au top 50, c'est l'époque de la lambada, oui. et elle a battu le record de durée et de présence au top 50, qu'à Noël, toutes les grands-mères de France ont acheté ce disque pour leur petite fille, et moi, je suis passé sans problème, si vous voulez, d'un monde à l'autre. J'avais quand même la peur de pas réussir à assurer financièrement avec ma famille, avec ses envies. J'avais 40 ans. Donc je me disais, je voudrais savoir si je peux vivre de mon écriture. Et tout à coup, j'ai signé avec un contrat avec un éditeur, etc. Puis on me présentait Demis Roussos, on me présentait Phil Barnet, on me présentait Beko, et il fallait que j'écrive pour eux. Et c'était merveilleux. Beko, moi, quand j'étais petit, j'entendais ma maman chanter Le jour où la pluie viendra dans la cuisine. Et tout à coup, vous vous retrouvez la nuit dans un studio avec ce type qui chante votre chanson. Qui s'appelait China Song. China Song, je voudrais passer le pont de l'autre côté de Hong Kong. Et c'est l'époque où Beko est en pleine forme. Il a fait à l'Olympia 2 séries de spectacles, le bleu et le rouge. Et il chantait pas les mêmes. Les gens revenaient tous les soirs. Moi, j'étais là tous les soirs. Et c'était jamais le même répertoire. Oui, je suis très étonné du purgatoire dans lequel est tombé Beko. Nous sommes bien d'accord. Pour moi, c'est inadmissible. Un des grands de la chanson française. On a du mal à imaginer. Moi, quand j'étais enfant, la génération avant nous avait cassé des fauteuils à l'Olympia, oui. pour Beko. C'était, nos parents nous disaient, il y a des gens qui ont cassé des voyous, qui ont cassé des fauteuils à l'Olympia. Et pour nous, qui sommes arrivés après avec la génération Hallyday, puis les groupes anglais et tout ça, ça nous paraissait déjà un ancien. Et pourtant, on l'appelait Monsieur 100 000 volts, et ceci mis à part, il avait des paroliers exceptionnels. Pierre Delanoë, Hamad, etc. Il tournait avec 3-4 paroliers. Donc il y avait toujours et lui, c'était un mélodiste fantastique, un peu comme Julien Clerc avec ses 3 ou 4 auteurs. Vous voyez, c'est des types qui ont le sens de la mélodie à la française, mais de qualité. Et il a fait des chansons fantastiques. Nathalie, c'est quelque un chose chef-d'œuvre. Voilà, il en a fait des dizaines. Enfin, il y en a plein. Je vous parlais du jour où la pluie viendra. Vous connaissez l'histoire il m'avait raconté ça. C'était Pierre Delanoë, l'auteur, qui m'avait raconté ça. Je suis désolé de faire un aparté, mais je suis sûr que ça va intéresser vos auditeurs. Beko s'en va en week-end sur la Côte d'Azur, et il voyage avec une comédienne très en mode, Helga Andersen, qui lui dit, je suis heureuse, je vais retrouver mon amoureux sur la côte, etc. Et le lundi matin, Beko revient dans l'avion qu'il ramène à Paris. Il retrouve la fille en larmes, etc. Et pour la consoler, il lui dit, son amoureux l'a quitté. Il lui dit, viens à la maison, je t'offre un café. Et à la maison, au Chenet, dans sa cabane où il fabriquait parce que c'était une cabane dans le jardin où il écrivait avec Delanoë. Delanoë l'attendait et n'avait eu aucune idée. Et ils prennent un café avec la fille qui pleure sur son café en disant, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et Delanoë écrit, et maintenant, que vais-je faire? Et c'est devenu une des plus belles chansons, un classique. C'est extraordinaire. Alors, vous êtes né à Argenteuil, vous avez grandi à Argenteuil, et au départ, on vous a orienté, une conseillère d'orientation vous a dit, vous soyez journaliste, Guy Carlier.
Oui, c'est drôle. Deux fois dans ma vie, on m'a dit ça. Une conseillère d'orientation m'a dit, c'est drôle que vous sachiez ça. Elle m'a dit, faudrait que le résultat concret des tests, etc. Il faut orienter cet enfant vers le journalisme ou un métier de style plaidoirie, avocat. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, d'éloquence. Et ma mère était remariée avec un beau-père qui était odieux et qui m'a dit non, tu seras comptable, les trucs de saltimbanque. Pour lui, il considérait déjà qu'avocat était saltimbanque. Donc il n'était même pas question de penser à ça. Et je repensais à quelque chose. J'avais un ami qui est toujours de ce monde, qui s'appelle Bernard, et avec lequel on faisait des sketchs tous les lundis matins, s'inspirant de Francis Blanche et de Jean-Yann, qu'on entendait le dimanche sur les radios. Et on refaisait ça, et on était devenu une espèce de service animation de la classe au lycée. Et je me disais, on aurait pu faire Eric et Ramzy si nos parents, à l'époque, avaient été prêts à accepter. Mais c'était inconcevable de dire j'ai envie d'écrire des chansons ou d'écrire des textes. C'était totalement inconcevable. Donc j'ai fait une maîtrise de Sciences Éco à Nanterre. Mais vous avez quand même fait un orchestre de Sounds of Love à l'école. Alors, oui. C'était l'époque, vous voyez, Sons of Love, les fils d'amour. On sent bien la dominante hippie et babacoulesque de la chose. Oui, on composait des chansons. On avait évidemment très peu de matériel. Une vieille guitare espagnole rachetée de chez un brocanteur, sur laquelle j'avais fixé un micro cristal, lui-même branché sur les prises bananes de l'arrière d'un poste de radio. Je sais pas, en guise d'ampli, vous voyez. Et donc, très vite, ça a explosé le haut-parleur du pote. Enfin bon, voilà, on avait créé ce groupe. Et plus tard, vous avez eu aussi une vieille voiture, une vieille coccinelle, et il y avait à l'avant des autocollants nucléaires, non merci. Oui, bien sûr. Et puis écrit en allemand aussi. Je connais pas l'allemand, mais vous voyez, il y avait une partie en haut en français et en dessous avec une espèce de soleil. Et j'avais aussi un autocollant que j'ai gardé longtemps sur cette coccinelle, qui était celui du festival que devait organiser, qu'aurait dû organiser Jean Bouquin, le célèbre couturier, à Auvers-sur-Oise, qui devait être le Woodstock français. Et c'était à Auvers-sur-Oise. J'étais allé quelques jours avant, j'habitais pas très loin, voir les préparatifs, c'était impressionnant. Comme à Woodstock, j'avais d'ailleurs fait un film Super 8. Et il distribuait des autocollants Freedom 3 Days, donc liberté 3 jours. En guise de liberté, ça a duré 2 heures. Il tombait des trompes d'eau. Les types ont failli s'électrocuter. Le premier groupe qui est passé, et tout le monde est redescendu et parti. C'était un fiasco terrible, avec qui j'ai eu l'occasion duquel j'ai eu l'occasion de parler avec Jean Bouquin il y a quelques temps. Il s'en souvient encore. Ah oui, ça l'a marqué. C'était le couturier des stars. C'était le négligé hippie à 2000 francs de l'époque, vous voyez. Que Bardot avait lancé. À Saint-Tropez, voilà. Et qui aujourd'hui dirige le théâtre de Jazet. Exactement. Depuis des années. Et il est très heureux là-bas. Il fait ce qu'il veut, il s'amuse comme un fou. Et quand il veut pas quelqu'un, il le fait à la porte. Un jour, il y a des gens qui sont arrivés en retard. Ils disent, vous venez d'Air France. Air France, mon avion a été en retard. Allez, dehors. Et il les a virés. Oui. C'est un personnage. C'est un personnage, effectivement. Dans quelques instants, on va se retrouver avec une autre date importante, le 12 septembre 1994. À tout de suite sur Sud Radio avec Guy Carlier. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Guy Carlier, avec ce livre, Moins 125, que vous signez avec Jean-Michel Cohen et qui sort au Cherche Midi, et puis avec des dates, 12 septembre 1994. Vous cherchez, écoutez ceci, ça va vous aider. Le générique d'une émission de télévision, Ça se discute. La première de Ça se discute, le 12 septembre 1994. Et vous êtes là. Oui, c'est très étonnant parce qu'on en parle, j'en parle rarement. C'était tellement furtif et pourtant tout a commencé avec Delarue. C'est-à-dire que j'étais donc auteur de chansons, comme on vient de le dire. Déjà, j'étais heureux, j'allumais mon ordi le matin pour écrire des chansons. Et j'avais gardé de mon époque directeur financier l'habitude de me lever tôt.
Et je me levais vers 6h et puis je faisais une pause vers 7h30. Je prenais un café, je mettais Europe, hein, on l'a cité, parce qu'à l'époque, elle existait. Oui. Et la matinale était co-présentée par El Kabbach et Delarue. Tout à fait, qui débutait avec sa casquette sur la tête. Voilà, qui débutait, mais qui parallèlement était sur Canal+, le midi avec la grande famille. Et Delarue faisait une partie plus people, on va dire, à 8h30, avec notamment un télérépondeur, c'est-à-dire que les gens téléphonaient pour donner leur avis sur les programmes télé de la veille. Donc évidemment, il avait un monteur qui sélectionnait les messages les plus drôles ou les plus décalés ou les plus premier degré. La dame qui disait Madame Laborde, quand elle donne la météo, n'aime pas la Bretagne puisqu'elle se met toujours devant la Bretagne pour montrer Strasbourg. Vous voyez les trucs des gens qui voilà. Et puis tous ces commentaires que les gens peuvent ressentir vis-à-vis de la télé. Et donc ça me faisait rire. J'avais décidé pour faire rire mon fils de laisser des messages du nom de son professeur de maths terrifiant, le professeur Zermati. Et donc, c'était un professeur très réac qui parlait comme ça, du temps du général, on n'aurait évidemment pas vu ce qu'on a vu hier à la télévision, etc. Et au début, ils ont cru que c'était un véritable yokon, enfin, dire les choses comme elles sont. Et puis, ils ont très vite compris que c'était quelqu'un qui s'amusait. Et ils ont continué à passer les messages. Donc, chaque jour, Delarue passait un message du professeur Zermati, au point que cette séquence arrivait à 9h-25 et on m'a dit après que les gens s'arrêtaient dans les parkings avant d'aller bosser à 8h30 pour écouter, ils arrivaient en retard pour écouter le professeur Zermati. Et donc finalement, Delarue à l'antenne a dit si le professeur Zermati pouvait appeler ma secrétaire pour qu'on se rencontre pour la dernière, ce serait bien. Donc j'ai appelé et le jour de la dernière, je suis arrivé et j'ai rencontré Delarue. J'arrivais d'un monde je passais à travers un autre miroir, je connaissais personne et je me souviens que la première question que m'a posée Delarue, c'est « Vous êtes de quel réseau ?» Et j'étais sidéré, quoi. Je dis « je sais pas ce que vous voulez dire, moi je suis d'Argenteuil, enfin vous voyez, donc un réseau, enfin... » Et... puis il m'a dit, écoutez, je démarre une émission très importante pour moi à la télévision. Je vais quitter Canal pour aller sur France Télévisions. Je vais faire Ça se discute, qui à l'époque s'appelait encore Tam Tam, et c'est un challenge très important. Et je voudrais, à l'époque, il y avait le Minitel, que les auditeurs, les téléspectateurs envoient des messages sur Minitel. Mais ce sera bidonné, donc vous serez dans un studio à côté et vous enverrez des messages Minitel que Florian Gazan, dans le public, lira. Donc à chaque fois, je donnais un nom, un prénom bidon, et j'envoyais des messages du genre de celui de la météo dont je viens de vous parler, sur la façon dont se déroulait l'émission. Donc ça a amené une espèce de respiration au milieu. Et on a oublié aujourd'hui le Minitel complètement. On a même oublié le nom exact du Minitel, qui est le médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Ouais, c'est vrai. Et c'est Alain Minc qui l'a proposé un jour à Valéry Giscard d'Estaing, président, et c'est comme ça que ça s'est développé, que ça a existé. D'accord, oui, c'est vrai qu'on a oublié le Minitel, on a oublié beaucoup de choses de cette époque-là. On a oublié le Walkman Sony, on a oublié la cassette VHS, moi, j'avais pas de chance. Moi, je tombais toujours sur des trucs qu'on me vendait comme le truc du futur, notamment les magnétoscopes V2000. Oh oui, oh là là. Alors, le gars m'avait dit, vous comprenez, c'est Philips, Philips, c'est sûr. Et donc, c'est réversible. On pouvait, vous voyez, enregistrer des deux côtés. Et ça faisait 4 heures. Chaque cassette durait 4 heures. Et là, on en a pour 20 ans. Hein. Au bout de 4 ans, c'était fini. Ça n'existait plus. C'était plus le standard. C'était pas le standard VHS. Donc, c'était illisible sur les autres magnétoscopes. Donc, vous découvrez la télé, Guy Carlier, après une vie où il y a eu des emplois où vraiment vous ennuyez jour et nuit. Et vous alliez fumer dans les toilettes, je crois. Et surtout, vous avez quand même travaillé pour un milliardaire. Et là, ça a été une vie de rêve et de pacha. Oui, j'ai eu deux postes importants, on va dire. C'est-à-dire que j'ai très vite compris que si je voulais, il fallait trouver des employeurs avec des activités assez étonnantes. Enfin, je pouvais pas être directeur financier dans une entreprise de quincaillerie en gros, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, j'ai d'abord, comme je vous le disais, travaillé pour André Lévy. Donc là, c'était le concurrent de Pinault, c'était le grand concurrent de Pinault à l'époque. Et puis, ensuite,
pour la famille Khashoggi, qui était donc les milliardaires saoudiens, et qui avait une quarantaine de sociétés, dont certaines étaient plus ou moins liées au trafic, pas au trafic d'armes, c'était des gens, vous savez, dans la mentalité saoudienne, la commission est communément admise. Vous mettez quelqu'un en contact avec quelqu'un d'autre, ils font affaire ensemble et ils vous rétribuent. Donc le job de Khashoggi, c'était qui avait fait ses études dans des universités américaines, c'était de mettre en contact des gens pour des deals d'armes, pourquoi pas, même quand il y avait un embargo, comme l'Iran, des choses comme ça, et de percevoir des commissions. Bon. Mais parallèlement à ça, il avait donc ouvert une quarantaine de sociétés, dont une de décoration et d'architecture pour les princes saoudiens. Ils sont 10 000, hein, l'aristocratie saoudienne, c'est quelque chose. Et donc, on avait des showrooms partout sont les milliardaires saoudiens, c'est-à-dire Marbella, Santa Barbara, évidemment, à Beyrouth, Riyad, Jeddah, etc. Et là, c'était extraordinaire. Je prenais l'avion pour aller à Santa Barbara. C'est comme à la télé, quoi. Sauf que j'y allais et que je donnais, j'ouvrais le paperboard et je faisais des comptes d'exploitation prévisionnels pour des Saoudiens qui me regardaient vachement impressionnés. Et je me souviens très bien d'une partie. Donc un jour à Santa Barbara, on réunit la réunion de direction avait lieu là-bas cette année-là, chez Khashoggi, dans sa propriété, qui était on va dire toute proche du ranch des Reagan. Et il y a une partie, pour se détendre l'après-midi, il y avait Robert Mitchum qui est arrivé avec 2 infirmières, Ryan O'Neill et Farah Fawcett, etc. Et je me disais, mais attends, c'est toi le petit mec d'Argenteuil qui est là? J'ai joué au foot à l'époque, j'étais pas encore dans une situation critique au niveau poids, avec Ryan O'Neill, parce qu'il était il a descendance irlandaise, il avait quand même le goût du foot et tout ça. Voilà, au-dessus du Pacifique, sur une pelouse comme ça, enfin, c'est des souvenirs merveilleux. D'autres souvenirs, on va les évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 16 septembre 2011. A tout de suite sur Sud Radio avec Guy Carlier. Gras, salé, sucré. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Guy Carlier. On parlera tout à l'heure de ce livre Moins 125. Pour l'instant, on revient à une date importante, 16 septembre 2011. C'est la première d'un spectacle du côté de l'avenue Montaigne, au studio des Champs-Élysées. Ça s'appelle Ici et Maintenant. Vous avez joué? Oui, je me souvenais plus que... Je me souvenais plus que c'était cette date-là. Ouais. Ah oui, c'était important. C'était la première à Paris. J'avais joué à Avignon précédemment. Et c'est un souvenir merveilleux. C'est drôle que vous me parliez de ça parce que ça fait donc 8 ans maintenant. Ensuite, il y a eu une tournée, évidemment, de 2 ans en France. Et puis, et je vais jouer le nouveau spectacle à la rentrée. Enfin, je vous donne un scoop. Je vais le jouer en avant-première à Argenteuil, dans ma ville. Donc là, je suis d'une fierté sans nom. Et puis, je le jouerai à Paris à partir de février. Et ah oui, c'était extraordinaire. C'est François Rollin qui vous avait... C'est François Rollin qui m'avait mis en scène. Et j'avais tellement le trac que j'avais écrit le spectacle et je ne trouvais pas la première phrase. Je me disais comment je vais faire pour établir un contact avec ces gens qui ont payé une place et passer la soirée pour venir avec moi. Et je dis à Rollin, il faut que tu enregistres, toi, les raisons pour lesquelles, toi, homme de théâtre, tu as décidé de me mettre. Et je lui avais écrit 8 pages de texte, donc ça commençait dans le noir, et Rollin disait... Pour des raisons financières, notamment pour éponger des dettes de jeu, j'ai été contraint d'amener à la scène cet homme, etc. Bon, il me chambrait et il disait, je vous cache pas les difficultés que j'ai rencontrées lorsqu'il s'est agi de régler les cascades du spectacle. Vous voyez, à l'époque, je culminais vers les 170, quoi. Et il dit, mais bon, cet homme va s'avancer vers vous. Il va faire 5 mètres, ce qui correspond au survol de Venise accroché à un hélicoptère par Belmondo, vous voyez. Et je vous demande d'accueillir Guy Carlier. Et du coup, ça faisait rire les gens. Et tout à coup, j'étais éclairé, j'étais déjà sur scène. Et j'avais déjà eu le rire avant même de dire un premier mot. Donc, c'était beaucoup plus facile. Et 2 ans plus tôt, je crois qu'il y avait eu une avant-première à Florange, à la Passerelle. Et vos fiches étaient envolées.
Oui, alors là, c'était terrible parce que, alors, j'étais évidemment pas prêt, mais le directeur du théâtre où j'avais été en résidence m'avait dit, tu sais, le public sait que c'est la première fois que tu montes sur scène, c'est presque comme une lecture, mais j'ai dit non, je vais le faire sérieusement. Mais j'avais quand même mis mes fiches sur une table du décor. Et évidemment, très vite, c'était pas envolé, mais dispersé, etc. Mais j'avais une oreillette. Et dans cette oreillette, ma femme me donnait le début du pavé, du chapitre, si vous voulez. Ça me suffisait. Je connaissais le texte, mais je pouvais avoir le trou d'un paragraphe entier. Sauf que le début d'un paragraphe venant après un autre, généralement, il y avait des applaudissements qui marquaient la césure. Et dans les applaudissements, j'entendais pas le mot qu'elle me disait. Donc ça n'a servi strictement à rien. Et je me souviens que c'était la première fois que je montais sur scène, avant Paris évidemment, même avant Avignon. Et la bienveillance, et tout à coup ce moment où vous créez le contact avec les gens, où vous sentez qu'ils s'enfoncent dans leur fauteuil, on va dire 5-6 minutes après le début du spectacle, et où ils vous font confiance, où ils vous disent « on est bien là ». Alors, et là, c'est les mots qui doivent faire la différence. Et alors, Florange, c'est connu pour ses usines, bien sûr, de sidérurgie. Et vous, il y a une usine pour laquelle vous avez fait une chanson pour des grévistes chez Renault. Quelques années plus tôt, vous avez fait une chanson, on le sait peu, pour un quatuor qui était en grève dans une usine Renault, Guy Carlier. Oui, bien sûr. Ça avait fait la une des journaux. Et puis, j'avais été contacté. Bon, Argenteuil est une ville ouvrière. Il y avait encore des syndicats et puis des gens que je connaissais qui m'avaient contacté, qui m'avaient demandé. Donc, j'avais écrit une chanson. Mais pour en revenir à Florange, je m'étais investi également dans la défense d'Arcelor, puisque le directeur du théâtre, de la Passerelle à Florange, avait créé un comité de soutien en demandant à tous les artistes qui étaient passés dans ce théâtre d'apporter ou non leur soutien. Et alors, certains, comme Guy Bedos, ou moi-même je suis allé, j'ai joué mon spectacle, j'ai évidemment laissé la recette aux gens d'Arcelor, mais d'autres se contentaient d'un message, je soutiens Arcelor, et appelaient leur attaché de presse en disant dis bien que je soutiens Arcelor. C'est le directeur du théâtre qui m'a raconté ça. J'ai les noms sur des gens qui sont des humanistes, vous voyez, et qui ne font que du business. Enfin, c'est de la com grossière, vulgaire et presque insultante, quoi, pour ces gens, pour les syndicalistes qui voyaient les noms alors qu'ils n'avaient jamais vu le gars. Enfin, vous voyez, ça m'a un peu ouvert les yeux sur certaines pratiques du métier, un peu comme le jour où on a fait un duplex avec Marc-Olivier Fogiel, avec Nagui, qui était avec Zidane pour l'association ELA, vous savez. Donc France 3 et France 2 étaient en duplex. Et Zidane me dit, alors Guy, vous allez donner quelque chose à l'association? Je dis, ok, je donne le cachet de ma prestation ce soir, mais vous me ramenez une photo dédicacée de Zidane. Effectivement, Nagui m'a filé une photo dédicacée de Zidane. Et le lendemain, je l'appelle, je lui dis, j'envoie le chèque à quelle adresse et tout. Et il me dit, mais tu envoies le chèque? Je dis oui. Il dit, mais la plupart ne l'envoient pas. Bien sûr. Et il en a reparlé après, tellement ça l'avait marqué. J'étais sidéré. Comment peut-on faire ça, quoi, devant des millions de gens, dire, oui, voilà, j'apporte. Comment on peut dormir, quoi, après? Alors, ce côté, justement, observateur de la société, et ce spectacle, c'est aussi raconter votre personnage que vous avez créé. Vous avez été finalement le pionnier des chroniqueurs d'aujourd'hui, Guy Carlier, avec un personnage qu'on croyait méchant, mais qui ne l'est pas du tout en réalité. Oui, c'est ça. Je jouais un rôle à la radio d'abord, et puis... alors... méchant, cruel, je ne sais pas. En tout cas, l'idée, c'était de toute façon de faire rire. Et si vous ne faites pas rire, si c'est du règlement de compte, si c'est pas drôle, ça vaut pas la peine. Ça n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas un minimum de création. Et donc, il y avait une différence. Je chambrais un peu, mais
voilà, quel réseau tu viens? Je viens d'Argenteuil, c'est-à-dire je suis le gars qui chambre au fond du car quand on revient d'un match de foot, qui chambre ses copains, qu'il aime pourtant. Et j'étais chambreur et j'ai fait pareil avec le showbiz, mais c'était assez peu courant. Et maintenant, on ne pourrait plus faire ça. Ça serait fini. Ça serait fini. Je réécoute mes anciennes chroniques, j'entends déjà les groupements de ceci, de cela. Enfin, de toute façon, maintenant, vous dites, j'adore les caniches, etc. Vous avez l'association de défense des bergers allemands, et ouais, ségrégation, enfin bon, ouais, c'est terrible, c'est terrible. Votre but à l'époque, c'était de dénoncer les tartuffes, et il y en avait quand même pas mal, Guy Carlier. Alors, c'était de dénoncer les tartuffes. Et alors, moi, je jouais ce rôle de méchant, alors que les gens qui me connaissent bien savent que je suis intrinsèquement gentil, enfin, j'essaie en tout cas. Et j'étais dans un monde où je côtoyais des gens dont le fond de commerce était la gentillesse, notamment à France Télévisions, et qui étaient des vrais salauds. Et donc, je me rendais compte de cette tartufferie-là, et c'était terrible. Alors, évidemment, bien sûr que je m'acharnais sur certaines personnes. J'appuyais là où ça faisait mal, où ça leur faisait mal, et puis j'essayais de... Et les gens étaient heureux parce qu'ils commençaient à voir clair dans le jeu de certains personnages, quoi. Et d'autant plus que vous vous êtes fâché avec certains, vous avez dit du mal de certains comme Bataille et Fontaine ou Arthur ou Julien Lepers, et après vous êtes réconcilié avec eux sans moins de problème. Voilà, alors, si vous voulez, Julien Lepers, c'est l'exemple type de... Ce gars-là me faisait rire. Donc, j'avais pas... Il y a une différence de traitement, par exemple, entre la façon dont j'écrivais une chronique sur Julien Lepers et une sur Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier, j'avais une vraie colère au fond de moi. Antoine Decaune avait un copain qui était mort du sida dans les années 80 et qui lui avait dit, regarde, ils vont trouver le vaccin, c'est Elisabeth Tessier qui l'a prédit. Enfin, vous voyez, donc je trouvais que cette femme-là, par cupidité, donnait de l'espoir aux gens qui avaient peur, et je trouvais ça innommable. Et d'ailleurs, elle m'a fait un procès qu'elle a perdu, ce qui constitue une faute professionnelle. Donc évidemment, pour une voyante, pas imaginer qu'elle va perdre un procès. Donc, si vous voulez, voilà, je chambrais et je m'amusais. Et je m'amusais même, je pratiquais l'autodérision. Je grossissais à vue d'œil, on en parlera après. Je vivais donc un drame personnel terrifiant. J'étais dans le déni, puisqu'il y avait la caresse du succès, quoi. C'était incroyable. Et justement, Julien Lepers, la réconciliation s'est passée lors d'un Grand Prix de Eurovision à Kiev, où on a entendu cette chanson qu'on n'a pas beaucoup entendue depuis. Chacun pense à soi, comme s'il n'y avait qu'un seul. Chacun mène Hortal, qui a disparu en même temps que la chanson. Ouais. C'est terrible, le Grand Prix Eurovision. Se retrouver comme ça dans un pays lointain à Kiev, en pleine révolution orange en plus. Parce que... oui, et puis se retrouver 3 jours dans un hôtel... dans un hôtel d'architecture marxiste, ouais, avec Julien Lepers. Ça, c'est c'est pas. En fait, ça s'est évidemment très bien passé avec lui. Et mais il était particulièrement drôle. C'est un personnage très très drôle. Et donc on s'est beaucoup amusé et on a fait cette Eurovision qui nous a valu des ennuis, parce que donc lui jouait si vous voulez, le clown blanc et moi l'Auguste. Donc lui donnait sérieusement les trucs et tout, et moi je racontais des conneries. Donc j'avais des fiches sur tous les candidats. On avait beaucoup travaillé dans cet hôtel les 3 jours précédents, et on a eu une plainte de l'ambassade d'Albanie, notamment parce qu'il y avait un chanteur qui était accompagné par des jeunes filles qui faisaient semblant de jouer du violon. Donc c'est une espèce de chorégraphie avec des violons stylisés, vous voyez, en plastique, sans cordes. Et j'ai balancé, en Albanie, ils sont tellement pauvres vous savez que les cordes de violon sont faites avec des boyaux de chat, mais ils bouffent les chats, donc il n'y a plus de cordes de violon. Enfin voilà. Donc on a eu les Belges aussi, parce que d'habitude les Belges soutenaient les Français dans les votes. Ouais. Et là, ils nous ont pas soutenus, donc j'ai dit qu'ils seraient tondus à la Libération, comme s'ils collaboraient avec l'Allemagne, ils avaient donné des bonnes notes à l'Allemagne. Enfin bon, conneries, ce qu'on peut comme ça dans le truc de l'improvisation, quoi. On s'était vraiment bien amusé. Je crois que les téléspectateurs aussi, mais il y a des implications diplomatiques qui s'amusent moins, quoi. Enfin, sur le plan diplomatique, les gens s'amusent moins. Et ce qu'il faut savoir, Guy Carlier, avec vous, c'est que quand vous êtes soi-disant méchant et quand vous nous en faites le reproche, ça vous fait de la peine. Alors, quand
quand on me dit j'ai été blessé. Oui. Alors là, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Et ça m'est arrivé quelques fois. Et c'est terrible parce que à la fin, les gens le savaient et on m'a manipulé avec ça. Donc, les gens me disaient, j'avais un attaché de presse ou quelqu'un, tu sais, machin, t'as dit du mal sur lui, il pleure, et du coup, je m'excusais ou j'en parlais de façon bienveillante pour montrer qu'il n'y avait pas de haine de fond, quoi. Et du coup, le gars se faisait une double pub et puis, enfin voilà, c'était de la manipulation. Je crois que j'ai été longtemps très naïf, quoi. Oui, maintenant, ça y est. On en revient à l'histoire des réseaux et tout ça. Vous êtes guéri aujourd'hui de ce côté-là? Non, je suis pas guéri. Je pense simplement que quand j'écris des chroniques maintenant dans la presse écrite ou l'an dernier à la radio encore, je fais en sorte de pas blesser les gens gratuitement, si vous voulez. Mais je peux avoir aussi bien des enthousiasmes infinis, des élans vers le ciel, comme des gens qui nous entraînent comme ça vers la qualité, que des colères contre ceux qui nous attirent vers la médiocrité. C'est un peu plus le cas, malheureusement. Donc j'ai encore des colères. Des colères, et puis vous avez aussi des bonnes nouvelles. On en reparle dans quelques instants à travers une autre date, le 16 mai 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Guy Carlier. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Guy Carlier, avec ce livre qui est paru le 16 mai dernier, Moins 125, que vous co-signez avec le docteur Jean-Michel Cohen, au Cherche Midi. Alors, ce livre, c'est l'histoire de votre renaissance, et vous ne vouliez pas l'écrire au départ, Guy Carlier. Non, je ne voulais pas l'écrire. J'avais d'autres urgences, on va dire, d'écriture et puis d'autres projets. Et un soir, je suis allé dîner chez Jean-Michel Cohen, qui est resté mon ami. J'explique pourquoi dans ce livre, il y a 2 ans. Et lors de ce dîner, il me dit, tu sais qu'il y a une dizaine d'années, tu faisais partie du top 5. Non, il me dit du top 10, puis peut-être même du top 5, parce que tu avais 55 ans à l'époque. Donc je pense que tu faisais partie des 5 types de plus de 250 kilos et de plus de 55 ans. Il n'y en a pas plus en France. Et là, j'ai eu comme un vertige. Et donc, j'ai pris conscience qu'il m'avait sauvé la vie lorsqu'il m'a fait enfermer dans la clinique des addictions à cette époque où je pesais 251 kilos. Ça s'est passé notre rencontre a eu lieu dans une émission de radio avec Stéphane Bern, présentée par Stéphane Bern, le Fou du Roi, où je faisais comme d'habitude, j'allumais les invités et Stéphane Bern nous avait présenté comme un match de boxe. À gauche, le nutritionniste le plus célèbre de France, à droite, le gros le plus connu Et j'ai dit non, on n'a rien à voir. Hein. Monsieur fait maigrir des dames, il est nutritionniste pour dames, comme il y a des coiffeurs pour dames. C'est-à-dire vous avez 3 kilos à perdre, madame, pour aller sur la plage, il vous fera maigrir. Mais moi, j'étais dans une addiction suicidaire qui s'appelle la boulimie, enfin comme toutes les addictions destructrices, et pas du tout dans un problème de léger surpoids pour aller à la plage. Et à la fin de l'émission, donc ça a été très tendu l'émission, et à la fin de l'émission, Jean-Michel Cohen m'a donné sa carte. Évidemment, je n'envisageais pas de l'appeler. Et puis il y a eu l'été suivant une humiliation de plus, c'est-à-dire que j'ai profité de l'absence de la femme qui partageait ma vie pour me faire cuire une plâtrée de pâtes avec de l'huile d'olive, que j'ai emmené ce saladier plein de pâtes dans mon bureau et j'ai commencé à les manger comme ça goulûment et le siège s'est effondré sous mon poids et me coinçant la jambe, je pouvais plus bouger, j'étais recouvert de pâtes, enfin, et cette femme est revenue des courses et je n'oublierai pas ce regard, quoi, c'est pas possible. Je lisais ça dans ses yeux et non, c'était plus possible. Donc j'ai appelé Jean-Michel Cohen. Il m'a enfermé 9 mois dans la clinique des addictions. Et là, je sortais le dimanche pour aller faire l'émission avec Marco. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je quittais la clinique à midi. J'en revenais à 2h du matin. Je quittais à midi parce qu'on répétait, on faisait ce qu'on appelle un filage. C'est ce que c'est. Et puis, après l'émission, qui se terminait vers 11h30, minuit, on débriefait, etc. Et je rentrais à la clinique
pour une semaine d'enfermement. Mais en rentrant à la clinique, au début, je m'arrêtais chez les épiciers ouverts la nuit et j'achetais évidemment des trucs à crise, à boulimie, je dirais, c'est-à-dire tout ce qui remplit facilement, comme tout ce qui est interdit finalement, des chips, des curly, des gaufres industriels, que sais-je, avec toujours ce qu'ont les addicts. Vous savez, dans les épiceries la nuit, les épiceries ouvertes la nuit, vous avez tous les alcooliques ou les boulimiques qui débarquent, qui sont en pleine crise, en manque, je dirais. Et l'alcoolique dit: alors j'ai des amis qui sont descendus de Marseille là, alors que moi j'ai plus d'alcool à la maison, je bois plus d'alcool depuis longtemps. Mets-moi 2 bouteilles de pastis. On sait bien que, évidemment, il a personne, il est tout seul dans son addiction. Et moi, c'était pareil, j'inventais, je disais, le gars me disait: alors, je viens de vous voir à la télé. Et je disais: oui, mais alors, il y a Marc-Olivier Fogiel qui débarque, il faut que j'achète de quoi apprendre. Vous voyez, bon. Et le type s'en fout. Le gars, il est là, il vient du Maroc, il tape sa note, vous voyez, il vous dit oui, il est poli avec vous, mais il s'en fout de vos excuses, vous voyez. Mais vous êtes obligé de vous justifier tellement vous avez honte. Et peu à peu, ce livre que j'ai écrit un peu au départ pour raconter l'histoire de mon amitié avec Jean-Michel, un peu comme ces 2 flics américains qu'on voit dans les feuilletons qui se détestent au début, puis il y en a un qui sauve la vie de l'autre, ils deviennent amis. Très vite, c'est devenu un livre à l'attention de tous les gens qui ont une face noire, une addiction, quelque chose dont ils ne parlent pas, et qui les fait se détruire et s'éloigner des autres et détruire les autres. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, Guy Carlier, c'est que ce livre, vous racontez vos expériences dans d'autres cliniques avant Jean-Michel Cohen. Ça a été une catastrophe. On vous a tout prédit, on vous a diagnostiqué des tas de choses qui n'avaient rien à voir. Oui, il est évident que le génie, si je puis dire, Jean-Michel Cohen, c'était de m'enfermer dans une clinique des addictions et non pas une clinique diététique où l'on soigne, là pour le coup, des représentants qui ont trop bouffé, qui ont fait trop de repas d'affaires ou des femmes qui ont quelques kilos à perdre en faisant un régime restrictif en calories et avec une légère assistance psychologique, mais très peu. Et puis les gens perdent, c'est des cures de 21 jours, ils perdent 8 kilos, mettons, et puis ils sortent, ils en prennent 12 et c'est le yo-yo. Donc j'ai fait ça. J'ai dû en faire 10 des séjours en clinique diététique. Mais c'est souvent félinien parce que vous avez là, c'est des colonies de vacances pour gros, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent là et puis tout à coup qui se retrouvent entre eux, c'est-à-dire qu'on pue le regard qu'on porte à l'extérieur sur les gros qui sont en train de se soigner, donc qui reprennent conscience de leur corps parce qu'ils se bougent un peu, tout ça, et donc ça aboutit à une explosion de la libido, évidemment. Vous avez des femmes qui ont vécu au foyer pendant des années ou des types qui n'avaient pas de sexualité parce qu'ils étaient trop gros et ils étaient repoussés par les femmes, et tout à coup ils se retrouvent là, et alors chaque soir dans ces cliniques-là, il y avait des rencontres, et je décris des scènes, mais ce qui était terrible, c'est que les gens profitaient de ces soirées pour s'alcooliser et manger tout ce qui était interdit dans la clinique, évidemment. Vous voyez, c'était associé à l'idée de fête. Donc, ils repartaient de là, et le lendemain, il y avait la pesée. Alors, il y avait une file de patients qui attendaient dans le couloir d'entrer dans la pièce où l'infirmière pesait les gens. Et alors les gens se déshabillaient peu à peu. Vous voyez, les femmes n'avaient plus qu'une nuisette. Elles enlevaient même l'alliance pour, disait-elle, pas fausser les chiffres. Enfin, voilà. Et alors, l'infirmière disait: c'est quand même incroyable, vous avez pris 500 grammes malgré tout, vous voyez. Et l'autre disait: oui, il faut trouver des excuses, je suis en plein cycle, enfin des choses, voilà. Et mais au moins elles avaient eu ce moment de folie avant de reprendre une vie où elles devaient oublier leurs désirs, leur corps, etc. Pour s'occuper d'une famille, comme c'est trop souvent le cas. Voilà. Moi je me souviens, et en lisant votre livre, j'ai pensé à Léon Zitrone qui partait à l'assaut du réfrigérateur à 4h du matin, à tel point que sa femme avait mis un cadenas sur le réfrigérateur, et il avait réussi à casser le cadenas. Et je me suis aussi souvenu d'un hôtel au Dryades où Mick Michel, la chanteuse disparue récemment, faisait une piscine pour les gros, et qu'un jour j'ai vu une vingtaine de personnes plonger dans la piscine en même temps, poids 150 kilos, la piscine elle a débordé immédiatement. Oui, bien sûr. C'était épouvantable. Bien sûr, il y a souvent dans les cliniques diététiques des piscines, et le niveau de l'eau est
plus bas que dans les piscines habituelles, évidemment. Et puis alors, ce livre, il est rythmé sur chaque chapitre, à partir de chaque chapitre, avec des chansons. Les Beatles. Vous avez rythmé chaque chapitre avec un titre de chanson des Beatles, Guy Carlier. Oui, parce que je raconte donc tous ces épisodes depuis les 250 kilos. Le livre s'appelle moins 125 parce que j'en ai perdu la moitié. En réalité, pour être honnête, j'en ai perdu un peu davantage. Mais je voulais marquer cette moitié qui est partie, qui est pour moi synonyme du mal, du mauvais Carlier, comme il y a de la mauvaise graisse. Mais ces chapitres, chacun est une étape dans ce chemin qui m'a amené qui m'a amené, comme je dis à la fin, à être passé du statut de gros à celui de vieux, sans passer par la case mec normal. Ce qui n'est finalement, à la réflexion, pas très gênant, parce que je me sens heureux, peu importe l'âge. Si vous voulez, l'essentiel, c'est d'être heureux, d'être bien dans sa peau, et justement de donner de l'amour, de s'aimer soi-même et de donner de l'amour. Et la justification de tout ça, c'est évidemment l'amour, de la même façon que dans cet album mythique des Beatles, Sgt. Pepper's, vous avez toute une série de chansons, et on croit que l'album est fini par cette chanson que vous venez de mettre, cette reprise du titre éponyme, et à la fin arrive une chanson magnifique qui s'appelle A Day in the Life, qui n'a rien à voir, et on comprend qu'elle sert de justification, qu'elle est l'aboutissement de tout, comme si c'était justement comme cet amour enfin, cette quête enfin assouvie de l'amour absolu. Oui, alors l'amour absolu, justement, il y a eu un problème dans votre vie que vous révélez dans ce livre, que personne ne savait. Vous avez découvert un jour, Guy Carlier, que votre père n'était pas votre père. Oui, c'était à la télévision. On reçoit des courriers étranges à la télévision, de gens un peu seuls, un peu perdus des fois, donc un peu n'importe quoi. Mais un jour, je reçois un courrier de Corse d'une femme qui m'écrit, voilà, je suis avec ma mère, je vous regarde avec Marc-Olivier Fogiel, et je viens de dire à ma mère, ce garçon a les yeux de papa. Et ma mère, qui est bastiaise, qui ne parle pas pour rien dire, m'a répondu, c'est normal, ce garçon, c'est ton frère. Moi donc. Et elle me donne des précisions. Elle me dit, si vous voulez en savoir plus, voici mon numéro de téléphone. Sachez que ma mère m'a raconté l'histoire. L'histoire était la suivante. Mon père, Lucien Carlier, que je n'ai jamais connu, l'histoire officielle, c'était qu'il était parti à ma naissance, était donc le mari de ma maman. Et je porte son nom, il m'a reconnu, mais c'était un homme volage qui quittait le domicile familial, et ma mère allait régulièrement faire une main courante au commissariat d'Argenteuil pour abandon de domicile. Et puis elle est tombée amoureuse de l'inspecteur qui recevait sa plainte. Et ça a été un amour, mais total, entre cet homme qui s'appelait Jérôme Albertini et ma mère, au point qu'elle lui a dit, eh bien, je vais divorcer de Lucien Carlier. Et lui, il a dit, mais je peux pas me marier avec toi. Il était corse, il avait une promise en Corse, avec qui il devait se marier, avec laquelle il était fiancé. Alors ma mère a dit, ça fait rien, je veux un enfant, je te donnerai une lettre par an, on s'échangera un courrier par an, dis-le à ta fiancée. Cette dame est venue voir ma mère, et elle lui a promis qu'elle n'aurait qu'une lettre à échanger par an, et elle ne me l'a jamais dit, je l'ai su comme ça, parce qu'il y avait la télé. Et un jour, peu de temps avant sa mort, j'ai dit à ma mère, mais tu m'as jamais dit ça. Elle me dit, mais tu te rends compte, dans les années 50, tu étais une putain quand tu avais un enfant comme ça. Et j'ai dit, mais c'est la plus belle histoire d'amour de ta vie. Mais pour elle, ça n'avait pas d'importance par rapport au poids social. Et j'aurais pu ne pas le savoir s'il n'y avait pas eu la télé. En tout cas, dans ce livre, il y a beaucoup de choses passionnantes. On apprend vos addictions, on apprend vos passions. Il y a une scène au Maroc absolument hallucinante que je laisse à celles et ceux qui nous écoutent le soin de découvrir. Merci d'avoir écrit ce livre, cette confession avec Jean-Michel Cohen, Guy Carlier, moins 125 au Cherche Midi. Et puis vous revenez quand vous voulez, parce que sur Sud Radio, nous parlons vrai, et je crois que vous aussi. Mais écoutez, je me sens très bien dans cette station de radio. C'est la deuxième ou troisième fois que je viens. Et en plus, mine de rien, vous
vous nous obligez à être sincères, honnêtes et généreux. Et je crois que c'est ça la principale qualité d'une émission de radio. Vous revenez quand vous voulez. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci encore Guy Carlier. Bonne journée, à demain. Merci.